Hello! Alors aujourd'hui on se retrouve pour du podcast et du mois 9 mois ensemble et on va parler allaitement et sommeil. On peut dire la vérité. On peut dire la vérité. Je suis à 8 mois du coup actuellement et je ne sais absolument pas comment l'allaitement fonctionne. Et pourtant il se passe énormément de Je choses. pense. Énormément de choses puisque ton corps il se prépare déjà bien avant la naissance à l'allaitement. Pour que ton bébé du coup ait les capacités de pouvoir téter dès qu'il sort. Par exemple, il y a les aréoles du sein qui deviennent un peu plus foncées. Tout à fait. Voilà. Donc, dis-toi que c'est pour que ton bébé ait la capacité de pouvoir téter dès la naissance. En fait, l'aréole devient plus foncée parce que du coup, ça fait un contraste. Ok. Et du coup, ton bébé va pouvoir s'orienter vers le sein parce qu'il verra du coup cette aréole qui est plus foncée. Non mais c'est magique. C'est magique. Et du coup, à partir de quand ça commence? Quand tout va bien médicalement, et pour la maman et pour le bébé, ça peut commencer dès la naissance avec ce qu'on appelle la tétée d'accueil. Ok. La tétée d'accueil, c'est une vraie fenêtre d'opportunité puisque à ce moment-là, ton bébé, il est hyper réceptif. C'est dans l'heure qui suit la naissance parce que ton bébé, il a un état d'éveil particulier à ce moment-là. Par contre, on précise aussi que si jamais la naissance se termine en césarienne ou s'il y a un quelconque problème, tant pour la maman que pour le bébé, c'est pas parce qu'on ne tète pas directement dans cette première heure que l'allaitement ne pourra pas être mis en place. Ok. Mais du coup, ça continuer, il sait déjà à faire? En fait, ton bébé, dis-toi que déjà, il va naître avec des réflexes. Donc, des réflexes qu'on appelle notamment des réflexes archaïques. Et en fait, quand ils vont te le poser en peau à peau, tu vas voir qu'il va déjà avoir certaines capacités, notamment ce qu'on appelle le réflexe de fouissement, où en fait, il va faire comme ça. Et du coup, ça va l'aider à chercher pour pouvoir attraper ton sein pour la téter. Ensuite, ils ont le réflexe de succion, donc du coup, pour avoir la capacité de téter, le réflexe de déglutition, où en fait, dis-toi qu'il a déjà tout ce qu'il faut en place pour pouvoir téter. Ok. En fait, il est déjà programmé à téter quand il naît. Ok. Donc il a déjà des compétences finalement. Il a déjà des compétences. Et du coup, à ce moment-là, il boit du lait? Alors, il boit du lait, mais il boit pas forcément ton lait mature. Ok. Au début, tu vas voir que tu vas produire ce qu'on appelle le colostrum. C'est un lait qui est plus concentré, que tu vas produire en petite quantité, mais cette petite quantité, elle est adaptée à la taille de l'estomac de ton bébé. Il va être très riche en anticorps. Il sera parfaitement adapté aux besoins de ton bébé dès la naissance. Ok. Et en fait, ton lait, il va évoluer au fur et à mesure des semaines et des mois. Et en fait, on va partir un peu sur le principe d'offre et de demande. Ok. Parce que du coup, j'imagine déjà les gens regarder mes seins en mode ok, là, elle a donné combien de millilitres? Comme je te disais, en vrai, le colostrum, tu le produis en très petite quantité, mais c'est normal parce que ce que tu vas produire, en fait, il va être adapté aux besoins de ton bébé. Ok. Et les premiers jours, son estomac, il est minuscule, donc tu n'as pas besoin de fournir des quantités extraordinaires de lait. Ok. Parce que j'ai aussi entendu dire qu'il fallait nourrir un bébé à peu près toutes les 3 heures. Alors, c'est une phrase qu'on entend beaucoup, mais on va surtout parler de téter à la demande au début. Ok, c'est-à-dire? En fait, tu vas pas forcément regarder ta montre, tu vas plutôt suivre ton bébé. Parce qu'en gros, la production de ton lait, elle fonctionne par un principe qui est très simple, c'est que plus tu vas stimuler ton sein, donc plus ton bébé va être au sein pour téter, plus tu vas pouvoir produire du lait. Ok. Donc le temps que ça se mette en place au début, on est surtout sur la tétée à la demande pour que ton bébé puisse stimuler un maximum ta production de lait et que ton allaitement se mette en place par la suite. Ok. Donc s'il réclame souvent? C'est normal. Ok. C'est normal et ça veut pas forcément dire qu'il manque de lait. Ok. Parfois, ça veut dire qu'en fait, il sait exactement ce qu'il doit faire. Ok. Et si jamais j'ai pas assez de lait? Alors, pour les premiers jours, c'est vrai que ça peut mettre en difficulté certains parents parce qu'un bébé qui va réclamer beaucoup, on peut se dire, ok, peut-être que c'est parce qu'il a encore faim, etc. Alors que pas forcément. Un bébé qui réclame souvent, ça veut pas forcément dire qu'il a faim, ça veut pas forcément dire qu'il est en manque de lait, etc., etc. Qui plus est que ton sein, il n'est pas transparent, donc tu peux pas forcément voir combien de millilitres tu lui donnes, mais du coup, tu vas devoir observer ton bébé. C'est certains signaux en fait qui vont te dire ok, là mon bébé il est rassasié. Ok. C'est-à-dire que est-ce que mon bébé il est quand même assez éveillé et tonique? Est-ce que les tétés sont efficaces? Est-ce que ses couches sont bien remplies? Est-ce que sa courbe de poids est ascendante? Après certaines tétées, du coup, tu peux avoir cette sensation que ton sein est vidé. Et Ok. tous ces petits critères-là, ça va te dire ok, mon bébé a assez mangé et je produis assez de lait. Ok. Donc en gros, plus je vais donner à téter, plus je vais avoir du lait, plus c'est ok pour lui. Oui. Ok. Et du coup, imaginons je produis vraiment pas du tout assez de lait et par exemple il grossit pas. Alors, si jamais tu as l'impression que ton allaitement il est perturbé, c'est là où du coup un accompagnement par des professionnels de santé ça peut être nécessaire.
coucou. Voilà. Mais Je pense que je connais quelqu'un. Voilà, mais on peut se faire accompagner par des puéricultrices, par des sages-femmes, par des conseillères en lactation, parce que si c'est du coup un projet qui nous tient à cœur, c'est important d'aller jusqu'au bout et de se faire aider parce qu'on n'a pas forcément tous les tips, on n'est pas forcément, bien qu'on soit très renseigné sur le sujet, un regard extérieur accompagné par un professionnel formé, c'est toujours très important. Okay. Ensuite, si ton bébé, comme tu dis, ne grossit pas assez, parfois ça peut être un problème de succion, ça peut être un problème positionnel qui fait que les critères de ta tétée ne seront pas forcément très efficaces et là, ça peut impacter sa prise de poids. Pour ton bébé, sache qu'à la naissance, en fait, il va perdre très probablement du poids parce qu'il va perdre tous les liquides qu'il a accumulés pendant la grossesse, il va faire ses premières urines, il va aussi faire ses premières selles, ce qu'on va appeler le méconium. Donc, c'est normal qu'il y ait un certain pourcentage de perte de poids. Okay. Donc, cette petite perte de poids, en fait, elle est physiologique. Ok, donc si mon bébé perd du poids après la naissance, c'est pas forcément qu'il en manque de lait. Non, et c'est surtout que cette perte de poids, elle est très maîtrisée et très contrôlée quand on est à la maternité. En général, on observe des pertes de poids qui peuvent aller de 7 à 10%. C'est une perte de poids physiologique, c'est pas quelque chose d'alarmant. Et ensuite, ton bébé, il va stabiliser son poids et il va le reprendre progressivement. Okay. Du coup, à quel moment on commence vraiment à s'inquiéter ? C'est justement pour ça qu'il y a un suivi médical, tu vois, qui va être adapté. Mais on va pas forcément se baser uniquement sur le chiffre, ok ? Le poids, c'est un indicateur précieux, ok ? Mais on va surtout regarder si notre bébé est éveillé, si les couches sont bien remplies, si les critères de la tétée sont efficaces, son éveil, et en fait, on va surtout regarder l'évolution globale de la courbe de poids. En fait, ce qu'il faut, c'est que la courbe soit ascendante. Ok. Du coup, c'est là qu'on donne parfois des biberons de complément. Alors oui, mais je trouve que c'est quand même quelque chose à nuancer. Parce que effectivement, la priorité, ça reste la santé du bébé. Donc on va pas forcément faire passer un allaitement avant la santé de son bébé. Du coup, j'ai l'impression que beaucoup de parents, et je pense nous aussi, genre on panique vite dans les premiers jours. Alors oui, et c'est normal parce qu'on dit oh là là, mon bébé a perdu du poids, il réclame souvent, qu'est-ce qui se passe ? Encore une fois, un bébé qui semble vouloir téter toute la journée, ça veut pas forcément dire que c'est un bébé qui n'a pas assez de lait. Un bébé, ça peut téter pour manger, ça peut téter pour être rassuré, ça peut téter pour justement être en contact avec maman qui est une odeur familière, etc. etc. Donc ça n'a pas forcément que la fonction nutritive. Okay. Donc du coup, parfois, on complète alors qu'il n'y a pas forcément besoin. Alors ça peut arriver, mais encore une fois, c'est pour ça que c'est important d'évaluer l'état du bébé dans sa globalité. Parce que, comme je te disais, l'allaitement, il fonctionne sur le principe d'offre et de demande. Plus ton bébé va être au sein pour stimuler la lactation, plus toi, tu vas produire du lait. Donc, lorsqu'on complète alors que c'est pas forcément indispensable, du coup, toi, ça peut mettre un petit peu en péril la mise en place de ton allaitement. Après, certaines situations, effectivement, elles nécessitent un complément. Et ça, encore une fois, on passe la santé du bébé avant tout. Mais il faut juste qu'on observe bien si ce complément répond à un besoin réel du bébé. Et pas forcément dû à une inquiétude liée à un phénomène physiologique qui finalement est tout à fait normal. Parce que, ok, un bébé qui perd du poids, ça peut nécessiter une inquiétude. Sauf que les trajectoires de poids des bébés, elles sont différentes selon si c'est un bébé allaité ou non. Un bébé allaité, il peut perdre davantage de poids les premiers jours et mettre beaucoup plus de temps à reprendre son poids. Ah ok, du coup, un bébé nourri au biberon, ça reste quand même différent qu'un bébé nourri un allaitement. Oui, et d'ailleurs, même l'OMS a construit ses courbes de poids en fonction des bébés allaités. Okay. Donc comme je disais tout à l'heure, le chiffre du poids, ok, c'est un indicateur précieux, mais on ne peut pas se fier uniquement à ça. Chaque bébé est unique et différent, et en fait, l'idée, c'est de se fier à son bien-être, à son état général. Ok. Donc en gros, pas de panique si mon bébé perd un petit peu de poids après l'accouchement, et pas de panique non plus s'il mange souvent. Pas de panique non plus. Okay. Et c'est important d'insister là-dessus pour encourager le projet d'allaitement des mamans et non pas compléter à tout bout de champ. Les premiers jours, il y a beaucoup de choses qui vont nous sembler inquiétantes alors qu'en fait, c'est des phénomènes physiologiques et c'est normal. C'est justement pour ça que les équipes de la maternité, en fait, elles sont là pour accompagner. Ok. Et du coup, en parlant de ça, j'ai entendu parler d'un truc. La nuit de la Java. La fameuse nuit de la Java. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est exactement ? Bien sûr. La nuit de la Java, en général, elle arrive dans les premières 48 heures de vie. Parfois un peu avant, parfois un peu après. Où en fait, le bébé va devenir demandeur très très régulièrement. En fait, il va vouloir sans cesse téter et être au sein. C'est une nuit qui est très fatigante. Okay. Parfois même, ils vont vouloir téter
en continu. Et en fait, à ce moment-là, phénomène magique, c'est aussi ta montée de lait à toi. Ok. Donc, dans ces cas-là, en fait, pour moi, il n'y a pas de... Enfin, ce que je préconise en général, c'est qu'on ne se pose pas de questions, on met son bébé au sein plus pour favoriser la mise en place de ta lactation. Et parfois, dans certaines matières, tu sais, tu as les services nurserie où en fait, on te propose de garder ton bébé pour que les parents se reposent, etc. Bon, ça c'est top. Mais du coup, pendant la nuit de la Java, moi, je préconise quand même de le garder en chambre avec soi pour justement bien mettre en place ce début d'allaitement. Ok. Du coup, on peut dire qu'il participe lui-même à fabriquer son lait. Oui, en gros, c'est ça. Ok, trop mignon. On travaille d'équipe finalement. Non mais c'est ouf. Travail C'est d'équipe. Et du coup, est-ce qu'on peut parler de mon téton? On peut parler de tout téton. En fait, j'ai un mamelon, enfin, techniquement, j'avais les deux ombiliqués, c'est-à-dire qu'ils rentrent. Et depuis que je suis tombée enceinte, j'en ai un qui est sorti, d'ailleurs qui est tout le temps sorti, c'est une catastrophe. Non, et mais là, l'autre, les hormones, non. ils influent vachement aussi sur tes tissus. Non, mais c'est fou, hein. Mais vraiment, c'est fou. Alors, il est jamais sorti de ma vie, vraiment, il est jamais sorti. Et sauf que l'autre, bah, il a pas envie. Il a pas du tout envie de sortir. Un rentré, un sorti. Je savais même pas que c'était possible, genre qu'il sorte. Ouais, mais comme quoi, trop bien. Je te dis, les hormones, ils influent aussi déjà beaucoup sur tes tissus. Et puis, bah, comme je te dis, mise en place, ton corps se prépare à l'allaitement. Après, bah, il y en a un qui sort, un qui sort pas. Parfois, les deux ne sortiront jamais. Parfois, les deux ressortent. Enfin, ça dépend de chaque femme. Mais du coup, la tétée, est-ce que ça va me compliquer la tâche ou pas? Alors, ça peut te compliquer un petit peu la vie. Mais ça veut pas dire que un allaitement est impossible. Déjà, dans beaucoup de situations, c'est possible. Et quand on propose la tétée, on propose à chaque fois les deux seins. Donc, quoi qu'il, t'en auras un où tu vas donner à téter, du coup, avec plus de facilité qu'avec l'autre. Et il faut savoir aussi que ton bébé, il t'aide pas que le mamelon. En fait, il va englober avec sa bouche, une grosse partie en tout cas de l'aréole de ton sein. Okay. Donc, il a pas forcément besoin d'avoir que le mamelon dans sa bouche. Et après, pour du coup ton sein avec le mamelon bilier, tu peux avoir des outils qui peuvent t'aider, genre par exemple des bouts de sein. Ok. Après, encore une fois, c'est de se faire accompagner si besoin, si tu vois que tu galères trop. Ouais, bien évidemment. De toute façon. Du coup, faudrait peut-être anticiper et aller justement en pharmacie avant chercher tout ça. Ouais, c'est bien que tu les aies direct avec toi à la mater. Ouais. Okay. Et du coup, ça fait mal? L'allaitement? Ouais. Non, un allaitement, ça doit pas être douloureux. Ça, vraiment, j'insiste là-dessus. Okay. C'est possible que, notamment au début, ça soit sensible. Mais si tu as une douleur qui est persistante et très régulière, c'est souvent parce qu'il doit y avoir des petites choses à ajuster. La position, la prise au sein, l'installation, etc., etc. Pour aussi essayer d'éviter un maximum tous les petits désagréments type crevasse, engorgement, etc. Voilà, et encore une fois, ça ne doit pas être douloureux. Donc si c'est le cas, n'hésite pas à te faire... accompagner. T'inquiète pas. Et le tire-lait, pareil, avant ou après accouchement? Alors, le tire-lait, t'es pas forcément obligé d'avoir le tien directement à la maternité. Maintenant, moi, c'est quelque chose que je peux quand même te conseiller parce que selon les matères, elles n'ont pas forcément tout assez de tire-lait. Donc, je trouve que c'est bien d'anticiper et de l'avoir avec toi à la mater. Okay. En plus, on ne sait jamais ce qui peut se passer. S'il y a une séparation à la naissance pour quelconque problème, au moins tu peux toi promouvoir ton allaitement en tirant ton lait et que ton bébé du coup puisse boire ton lait tiré. Moi, s'il y a un tire-lait que je peux te préconiser, je trouve que les nomades, ils sont pas mal. Parce qu'au moins, tu peux faire ta life, tu les cales dans ton soutien-gorge et du coup, tu peux tirer ton lait. Il faut juste que tu fasses gaffe à tout ce qui est, tu sais, taille pour les tétrelles. Ça, quand tu commandes ou quand tu vas à la pharmacie, de toute manière, ils te font mesurer. Ah, ok. Et ils vont te dire la taille qu'il te faut. Ok. Il faut savoir aussi que tirer son lait, ça peut être utile déjà quand on va reprendre le travail, mais toi, tu as encore le temps. C'est nécessaire. Non, mais c'est vrai, c'est nécessaire si aussi tu as envie de passer le relais pour que, je sais pas, que Julien lui donne le bib, que si tu as envie de sortir, faire des trucs, parce que je te rappelle qu'on a un concert un mois après. Ah ouais. Donc, il va falloir tirer ton lait pour que maman puisse le garder. Et après, comme je disais, c'est aussi nécessaire en cas de séparation pour continuer, toi, à stimuler ta lactation. Okay. Parce que c'est vrai que j'ai l'impression que, concernant en tout cas l'allaitement, tout le monde donne un peu tout le monde a un avis un peu différent. En vrai, je trouve que l'allaitement, ça va être le sujet numéro 1 qui va faire débat autour de la parentalité. Mais après, il y a quelque chose d'hyper important à rappeler, c'est que l'allaitement, c'est pas un concours, c'est pas un trophée. Si on réussit pas, c'est pas non plus un échec.
Et en gros, c'est pas un test pour te dire, ok, est-ce que je vais être une bonne mère? C'est un projet qui peut être évolué, c'est un projet qui peut être ajusté. Et surtout, en fait, il faut que ça te corresponde et que ça fonctionne et pour toi et pour ton bébé. Donc pour le reste, vraiment, pas de pression. C'est ton projet. Donc ok, tu vas te faire accompagner pour que, que ça fonctionne parce que c'est ton souhait. Mais si demain tu te dis, bon, bah en fait, non, genre, il n'y a pas de... C'est pas grave. Ok, C'est merci. pas grave. Ça fait du bien de l'entendre. Parce que c'est vrai qu'on dit que c'est quand même mieux pour le bébé. Alors, c'est mieux pour le bébé dans le sens où l'allaitement, effectivement, il a plein de bienfaits. Déjà, pour la maman, il va aider à tout ce qui est récupération post-accouchement. Il va y avoir plein de libération des hormones, notamment l'ocytocine, qui va renforcer ce lien d'attachement maman-bébé. On sait que ça protège aussi contre certaines maladies type cancer du sein, cancer des ovaires. Et puis en vrai, c'est pratique, c'est économique, c'est écologique. Et si, le petit plus, ça aide à la perte de poids en postpartum. Je vais faire que d'allaiter. Non mais voilà, c'est pas magique, mais ça aide pour tout ça. Et ensuite, pour le bébé, effectivement, on a plein de bienfaits. Il faut savoir que ton lait maternel, il est bourré d'anticorps, donc ça va renforcer le système immunitaire de ton bébé. Ça va prévenir de certaines affections type ORL, etc. Le lait maternel aussi, il y a une meilleure digestion qui se fait par la suite. Et ça peut aussi prévenir des coliques. Okay. Je dis pas que ton bébé n'aura pas de coliques, tu vois, mais parce que tous les bébés ont des petits inconforts digestifs. Mais en tout cas, c'est mieux toléré avec le lait maternel. Il faut savoir aussi que le lait maternel, il a un apport nutritionnel parfait et adapté qui évolue selon les besoins de ton bébé. Et ça a un vrai impact sur le développement cérébral et émotionnel. Donc oui, les recommandations officielles, elles préconisent un allaitement maternel exclusif jusqu'à 6 mois. Maintenant, on fait comme on peut et comme on veut. Oui, bien sûr. Du coup, on a bien parlé de l'allaitement, mais du coup, il y a aussi des mamans qui ne peuvent pas, qui ne veulent pas ou qui commencent et puis qui arrêtent. Bien sûr, et en vrai, c'est important d'en parler parce que nourrir son bébé, au biberon, au sein ou peu importe, c'est une façon de répondre à son besoin. Et en vrai, l'objectif, il reste toujours le même, c'est-à-dire un bébé qui va bien, une famille qui va bien et qui trouve son équilibre. Et c'est ça le plus important. Et du coup, pareil, il existe 1 milliard de lait, 1 milliard de biberons. Et 1 milliard de tétines. Ouais. Et 1 milliard de tétines. On est un peu perdu, quoi. Franchement, il faut grave dédramatiser avec tout ça. Ouais. Encore une fois, marketing plus. Là, pour tout ce qui est lait infantile, il faut savoir qu'en France, la production des laits infantiles, il y a des normes qui sont très strictes et qui sont adaptées au bébé. Ok, il faut juste checker en fonction de son âge parce qu'on ne va pas forcément acheter le même lait selon l'étape du développement du bébé. Et il existe beaucoup de lait et il n'existe pas genre un lait magique adapté à chaque bébé. Okay. Le meilleur lait, ça va être celui qui tolère et qui digère le mieux. Donc du coup, on n'est pas obligé de passer toutes ces nuits à comparer les laits, à regarder lequel est meilleur. C'est bon. Vraiment pas. Et de toute manière, s'il y a un lait qui ne convient pas à ton bébé, tu seras conseillé par ton pédiatre, les pros de santé, etc., qui t'orienteront vers un lait spécifique si jamais il y a besoin, mais c'est tout. Ok. Et les biberons? Et les biberons, pareil. Là encore, en fait, tu vas pas chercher à avoir le modèle parfait, parce qu'en plus, il y en a des milliards. Dis-toi que la plupart des biberons, en fait, ils font leur travail. C'est adapté pour les bébés. Juste, il faut être plus vigilant sur les tétines, où, effectivement, plus le bébé va être petit, plus on va privilégier les tétines avec un débit lent, parce qu'il faut encore qu'ils réussissent à se coordonner niveau je respire, je tête, je déglutis, etc. Mais c'est tout. Ok. Le biberon parfait n'existe pas, quoi. Le biberon parfait n'existe pas. Après, comme beaucoup de choses, il y aura très certainement besoin de phase test. Si ça se trouve, on va acheter un bib, ça va pas correspondre à son bébé, donc on va en tester un nouveau. Mais voilà, mais ça sert à rien d'acheter 1 milliard de bibs. Ok. Ok, et du coup, concernant l'allaitement, on y retourne un petit peu. J'ai quelques petites dernières questions. Et après, j'arrête. Oui, mais vas-y. Est-ce que ça fatigue ? Est-ce que si tu as une petite poitrine, tu ne peux pas allaiter ? Est-ce que ça déforme la poitrine ? Le rôle du papa là-dedans ? Où est-ce qu'il se situe ? Et est-ce que ça rend mon bébé dépendant ? Ça fait beaucoup de questions. Ça fait beaucoup de questions, c'est les dernières. Fait beaucoup de questions. Déjà, est-ce que ça fatigue ?
Déjà, j'ai envie de te dire, c'est pas l'allaitement qui va te fatiguer, c'est cette nouvelle vie et cette nouvelle organisation qui va te fatiguer. Ça va être la grossesse, l'accouchement et ok, mon bébé arrive et du coup, faut que je trouve mon équipe familiale. Donc ça, quoi qu'il, ça fatigue, mais pas plus avec l'allaitement. Okay. Si tu m'as dit, est-ce que allaiter, ça déforme ma poitrine? Alors, la grossesse va déformer ta poitrine, ok? Mais c'est pas l'allaitement en soi qui va faire que ta poitrine va être totalement déformée. Aussi, pour rester sur la poitrine, il faut savoir que la taille de la glande mammaire, elle n'influe en rien sur ta capacité d'allaiter. Il y en a qui vont avoir un bonnet F, qui vont galérer et l'allaitement ne va pas se mettre en place. Il y en a avec des bonnets A, et elles vont allaiter et ça va se passer trop bien. Puisque, comme je te disais, en fait, ton lait, il est synthétisé au fur et à mesure des tétées. Donc, la taille, elle n'influence en rien. Et du coup, tu m'as dit par rapport au rôle du papa, est-ce qu'il va se sentir impliqué, etc. Alors, déjà, on a l'opportunité de pouvoir tirer notre lait pour passer le relais. Comme ça, effectivement, lui aussi, il peut donner des bibes de lait. Maintenant, le papa, il peut aussi se sentir impliqué. Papa ou coparent peut se sentir aussi impliqué en faisant autre chose que nourrir son bébé. Il y a plein d'autres choses à faire. Tout ce qui va être moment privilégié, le pot à pot, le changer, lui donner le bain, etc., sans forcément devoir être obligé de le nourrir pour se dire ok, je sers à quelque chose. Okay. Voilà, donc Julien pourra se sentir impliqué sans forcément nourrir votre bébé. Et ensuite tu m'as dit est-ce que mon bébé va devenir dépendant? Alors, pas du tout. Déjà, donc l'ocytocine que tu vas sécréter pendant ton allaitement, elle va favoriser tout ce qui va être lien d'attachement. Donc ça, c'est génial. Maintenant, il faut savoir que ton bébé, il a grandi en toi pendant 9 mois et que tu vas être sa figure d'attachement première, donc toi et Julien. Et en fait, quoi qu'il, il aura besoin de vous et oui, il sera dépendant de vous les premiers mois et c'est normal. T'as dit quoi? Tu peux pleurer? Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est normal. Il va être dépendant de vous les premiers mois et heureusement. Bon, maintenant, sujet qui fait un peu peur, le sommeil. Ouais, le sommeil ou le manque de sommeil. Ça me terrifie. Déjà, j'imagine qu'il dormira pas toutes les nuits. Toutes les nuits ou toute la nuit? Toute la nuit. Ouais. Un nouveau-né, effectivement, ça dort beaucoup, mais ça dort pas forcément quand les parents ont envie qu'il dorme. C'est sa life. Il fait sa life. En fait, il faut savoir qu'un nouveau-né, au début, un nourrisson, ça distingue pas encore le système des 24 heures, l'alternance jour-nuit, etc., etc. Mais son rythme, il va maturer progressivement dans les premiers mois. Ok. Donc les réveils sont normaux. Les réveils sont normaux et les réveils sont aussi très liés au début à l'alimentation. Et du coup, en fait, ça fait partie du développement du bébé et c'est normal parce qu'il va avoir besoin de se réveiller pour manger, il va avoir besoin de se réveiller pour son confort, pour être changé, etc. Pour se rassurer aussi, pour avoir ce contact avec vous. Et c'est normal, ça fait partie des étapes de son développement. Ok. Du coup, je vais entamer un sujet qui fait débat avec Julien. Ouais. Le cododo. Ah, le cododo. Je vais faire du cododo. Ouais. Sauf que Julien, il est un petit peu réticent parce que pour lui, il dit que si jamais on fait le cododo trop tard, enfin jusqu'à trop tard, et le bébé, il va s'habituer à dormir avec nous. C'est quoi trop tard? Genre pour lui, c'est 3 mois max. Après, il va s'habituer. Première info. Déjà, il y a beaucoup de familles qui utilisent le cododo en mode pour survivre aux nuits. C'est pas du tout un jugement. Et mon rôle, c'est aussi de rappeler les recommandations officielles pour notamment la sécurité du bébé. Et pour la sécurité du bébé, et notamment pour prévention de tout ce qui est mort inattendue du nourrisson, effectivement, et il n'y a pas que moi qui le dis, c'est les recommandations officielles, il est conseillé de dormir avec son bébé jusqu'à 6 mois. Okay. Maintenant, il faut distinguer deux choses. Il faut distinguer je partage ma chambre avec mon bébé et je partage mon lit. Pour la sécurité du bébé, on a besoin qu'il dorme dans son lit, tout seul, sur un matelas ferme, adapté, sans tour de lit, sans grosse peluche, etc. Et avec une température qui est entre 19 et 20 degrés. Ok, c'est important qu'il ne fasse pas trop chaud. Parce qu'un bébé, c'est un système thermorégulateur aussi qui est encore très immature et ils ont du mal à se réchauffer. Donc pour les tout nouveau-nés, moi je préconise quand même une chambre aux alentours de 20 plutôt que 19, mais sinon on reste vraiment entre 19 et 20. Okay. Et c'est ça parfois qu'on a tendance à oublier quand on met le bébé dans son lit pour dormir avec.
Alors déjà, outre le fait que malheureusement on risque de l'écraser, qu'il y a un risque de chute, etc. Même si on dit mais non, je sais qu'il est là, je vais être hyper vigilant, avec la fatigue et tout ce qui s'ensuit, on a vite fait de s'endormir et d'avoir, je sais pas moi, ne serait-ce que 2 minutes d'inattention, il peut se passer plein de choses. Mais pour en revenir du coup à la température, il faut savoir qu'on dort avec son bébé, donc tu dors avec Julien. Toi, ton corps il est à 37 degrés, le corps de Julien il est à 37 degrés, plus la couette. Là-dessous, il fait mais genre plus de 60 degrés, c'est infernal. Et du coup, ton bébé peut être en surchauffe. Et ça, c'est aussi extrêmement dangereux. Okay. Outre encore le fait que avec les oreillers, la couette, etc., il peut se blottir et du coup, c'est tout fait. Okay. Donc, effectivement, les recommandations, c'est je partage ma chambre avec mon bébé, mais pas mon lit, pour sa sécurité. Et du coup, j'insiste vraiment sur un matelas ferme, sans tour de lit, sans grosse peluche et sur le dos. Ça, je ne l'ai pas dit tout à l'heure. C'est important que ton bébé dorme sur le dos. Ouais. Parce que nous, quand on était petits, c'est vrai qu'ils nous faisaient dormir sur le côté. Ouais, mais ça change. Les recommandations changent et c'est important de s'y fier. Et dormir sur le dos, c'est important parce que du coup, tu sais, ton bébé, il n'a pas encore la capacité musculaire, le tonus nécessaire pour se dégager si jamais il est pris dans le matelas ou dans quoi que ce soit. Et du coup, il risque de s'étouffer. Ok. Ouais, il y a quand même un risque. Il y a quand même un risque. Du coup, Julien ne contredira ni sa sœur, ni l'OMS. On est d'accord. Je pense qu'il contredira pas trop l'OMS, mais peut-être que moi aussi, je sais pas. Bon, peut-être que bébé pourra dormir dans notre chambre. Jusqu'à ses 6 mois au moins. Il n'aura pas le choix. Il n'aura pas le choix. Et du coup, comment je sais quand le bébé a vraiment sommeil? En fait, tu vas devoir observer ses signaux de sommeil. Donc, ils peuvent se frotter un petit peu les yeux, bâiller, devenir un peu ronchon, etc. Et en fait, c'est quand tu vois ces signaux de sommeil que là, tu vas pouvoir lui proposer. Okay. Et parfois, tu en as aussi qui ont des petits signaux très personnels, genre, je sais pas, il y en a qui vont se toucher l'oreille, mais ça, en fait, c'est toi, en tant qu'observatrice très fine de ton bébé, qui va capter, ok, là, c'est parce qu'il est fatigué, donc je vais lui proposer le sommeil. Ok. Et du coup, tout ce qui est histoire, chanson, tout ça, ça sert de les mettre direct ou pas? Alors, créer des repères, c'est hyper important pour effectivement favoriser le sommeil de ton bébé. Maintenant, je te ferai une petite consulte perso aussi. J'espère bien. Mais en gros, les toutes premières semaines, en fait, ton bébé, à part avoir besoin de toi, de câlins, de réassurance, etc., t'as pas grand-chose à mettre en place. Par contre, effectivement, instaurer des choses pour mettre en place un sommeil de qualité, c'est important. Mais c'est juste qu'il faut savoir quoi mettre selon les étapes de son développement pour que lui soit en capacité d'intégrer les choses et que ça se passe tout seul. Mais en vrai, le premier trimestre, te pose pas la question, à part avoir besoin de toi, de ton contact et de s'endormir, j'en sais rien, dans les bras ou peu importe comment, il n'y a rien à faire. Ok. Ça sert vraiment d'avoir une belle sœur experte en sommeil. Je vous le dis. Par contre, il y a un truc que je voudrais préciser, c'est que ton bébé, donc tu sais, il fonctionne en cycle de sommeil, on verra tout ça plus tard. Dans un cycle de sommeil, tu as 2 phases. Ok, tu vas avoir la phase sommeil agité et sommeil profond. Alors, sommeil profond, ça va être un bébé qui va dormir hyper profondément. Okay. Et sommeil agité, c'est un sommeil, comme son nom l'indique, agité, où du coup ton bébé il peut bouger, il peut chouiner, il peut faire des grimaces, parfois il peut pleurer, il peut même avoir les yeux ouverts. Mais par contre, ça j'insiste que c'est hyper important de faire la différence entre une phase d'éveil et une phase de sommeil agité. Parce que l'idée c'est de ne pas casser ses cycles et de le laisser dormir, parce que cette phase de sommeil agité correspond à son cycle de sommeil et c'est normal. Ok, donc si je résume, mon bébé, il va manger souvent, il va dormir quand il veut, et surtout, il va se réveiller quand moi je vais dormir. Ouais, c'est un peu ça. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Super. Mais il faut surtout retenir une chose, c'est que les premières semaines, elles sont pas faites pour être parfaites. Elles sont faites pour apprendre, elles sont faites pour apprendre à connaître son bébé, apprendre à reconnaître ses besoins et en fait à trouver votre nouvel équilibre. Ok, donc si je maîtrise pas forcément l'allaitement et le sommeil direct, c'est pas grave et tu passeras par là où plein de parents sont passés avant toi. C'est pas faux. Voilà. Ça me rassure beaucoup. Par contre, moi j'aimerais revenir sur un truc quand t'as dit nous avant on dormait sur le côté. Ouais. Ça c'est plus les grands-parents, les parents qui expliquent leur expérience et qui nous disent nous on vous mettait sur le côté. Ouais. Alors justement, c'est là où je voulais en venir. Les papis, les mamies, pour eux aussi en fait ils vivent une grande transition. Enfin t'imagines, ils vont devenir grands-parents. Ouf en vrai. Du coup ils se projettent, ils imaginent leur rôle, ils ont envie de donner plein de conseils et
trop bien parce qu'ils le font vraiment avec beaucoup de bienveillance, beaucoup d'amour, etc. Et leurs avis peuvent être sur l'allaitement, sur le sommeil, sur l'éducation, enfin, ils peuvent être très très nombreux. Et ils sont précieux aussi, mais parfois ça peut aussi mettre une certaine pression, tu vois, sur les parents. Il est aussi important de se rappeler que les recommandations, elles évoluent. Ce qui était ok il y a 30 ans, et ça l'est plus forcément aujourd'hui. Donc c'est pourquoi il est utile de s'appuyer sur les recommandations officielles actualisées aujourd'hui. Parce qu'au final, les conseils, ils sont les bienvenus, bien au contraire. On s'appuie aussi sur les recommandations officielles parce que c'est important pour la sécurité, etc., etc. Mais il ne faut pas non plus oublier que c'est vous les parents, c'est vous les meilleurs observateurs et les experts de votre bébé. Donc c'est aussi important de se faire confiance et de s'écouter. Ok. Voilà. Bon, et prochain épisode, du coup, on se préparera au grand départ. Ça approche, hein. Je pense que ce serait pas mal parce que ça approche quand même vachement. J'ai mis hâte, je suis paniquée. Ok, et on parlera 50-50 la prochaine fois. Bye.